Donc, je vous souhaite la bienvenue au Conseil des représentants de la municipalité régionale du comté de Portneuf en ce mercredi 20 mai 2015. Donc, vous avez sur votre bureau un projet d'ordre du jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en fait l'adoption? Monsieur Archel-Gladu. On a 2 procès-verbaux à adopter. Tout d'abord, la séance régulière du 15 avril 2015. Est-ce que vous avez des commentaires ou des corrections? Sinon, il y a quelqu'un qui m'en fait, M. Langlais m'en fait proposition pour l'adopter. Et celui de la séance spéciale du 6 mai, M. Germain, Sylvain qui en fait la proposition. On est à la première période de questions dans l'assistance. Pas de questions. Donc, au point 1.1, vous avez la liste des débours pour le mois d'avril, du 11 avril au 14 mai. Est-ce que vous avez des questions sur ces débours-là? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, M. Gladu, fait la proposition de les adopter? En 1.2, donc, vous avez eu par courriel les états comparatifs, donc pour le premier semestre 2015, c'est un dépôt. Puis, ce qu'on mentionnait, si jamais vous avez des questions sur ce suivi budgétaire-là, donc après la rencontre, vous pourrez les poser à Mme Frenette. Mais je comprends que jusqu'ici, vous n'avez pas eu de demande. On a eu deux questions de M. Francoeur, puis Mme Alain a répondu. Parfait. En 1.3, donc c'est une autorisation d'utilisation pour Mme Sarah Germain de la carte de crédit des jardins pour faire des dépôts. Est-ce que quelqu'un, M. Bédard, a fait la proposition d'autorisation? En 1.4, donc c'est le renouvellement de nos assurances générales responsabilité. Donc la proposition la plus basse nous provient de Promutuelle l'assurance Portneuf-Champlain pour un montant de 11 768 $. M. Dion a fait la proposition. En 1.5, donc tel que prévu dans notre convention collective, on a une demande de retraite progressive de Mme Doris Frenette, donc du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2018. Donc, il y a toute une procédure de prévue là, pour ces 3 années de transition-là. M. Guideni a fait la proposition d'autoriser cette pré-retraite-là. En 1.6, vous avez, par rapport aux travaux de préfecture, donc les travaux vont commencer dans la semaine du 1er juin. On a accordé le contrat pour le bâtiment, mais il nous reste des choses à acheter, entre autres le service téléphonique, le câblage de téléphonie, le système d'alarme, les équipements audiovisuels et l'ameublement pour les différentes salles. Donc, on demande une autorisation à notre directrice générale pour aller en appel d'offres sur invitation pour acheter ces différents systèmes-là, donc pour nous arriver avec des propositions. M. Fréchette en fait la proposition. M. le préfet? Oui. Je vais être cohérent avec ma position de la réunion spéciale. Je vais enregistrer une dissidence par rapport à ce point. Parfait. Sauf que, ben, là, vous comprendrez que c'est pas l'achat, c'est d'aller en appel d'offres. Je la garde, Denis. OK, non, c'est bon. OK. OK. La même chose pour moi. Parfait. Donc, c'est adopté. Est-ce qu'il y a d'autres représentants qui s'opposent à cette décision-là? Donc, c'est adopté sur majorité. En 2, au niveau de l'administration des territoires non organisés, en 2.1, on a des projets subventionnés là, dans le cadre du programme d'aide aux initiatives de mise en valeur des territoires. Est-ce que Jean, tu fais une petite présentation des projets? Alors, dans le cadre du programme de mise en valeur par PTNO et suite à l'appel de projet qui a été lancé, donc 6 projets qui ont été déposés à l'IMRC et il y a 5 projets qui sont recommandés par le comité d'analyse. Donc, je vous ai déjà fait une petite présentation là, de chacun des projets. Pour résumer succinctement, le premier projet, ça concerne le rechargement d'une route en gravier. C'est un projet qui a été présenté par l'ASEC Batiscan Nelson et la subvention recommandée pour ce projet-là est de 15 000 $. Le deuxième projet, ça concerne l'opération d'un site de déchets domestiques. C'est un projet qui est présenté par l'ASEC de la Rivière-Blanche. Donc, la subvention recommandée par le comité d'analyse se situe au montant de 13 200 $. Troisième projet qui a été recommandé, ça concerne le rétablissement de l'accès au lac Drôle. C'est un projet qui est présenté par l'ASEC de la Rivière-Blanche. Subvention recommandée par le comité d'analyse au montant de 9 200 $.
Quatrième projet concerne la relocalisation des employés du camp Lorenzo au site du Lac-Pauvre. C'est également un projet qui est présenté par la ZEC de la Rivière-Blanche. La subvention recommandée par le comité d'analyse est de 8 000 $ pour ce projet-là. Et finalement, le dernier projet recommandé, ça concerne des travaux de gravelage de la route menant au lac Petit-Val. C'est un projet qui est présenté par le Club de chasse et pêche Roquemont, subvention recommandée par le comité d'analyse de 4 600 $. Donc, il vous est recommandé d'approuver les projets recommandés par le comité d'analyse. Parfait. Est-ce que, oui, M. Gaudreau a fait proposition? En 2.2, donc, pour les TNO, vous avez eu également les états comparatifs au premier semestre. Donc, encore là, s'il y a des questions, vous les posez. Donc, au service de l'aménagement et de l'urbanisme, on a quelques certificats de conformité à présenter. Quelques-uns, oui. En fait, il y a 13 règlements qui vous sont présentés aux fins de conformité au schéma d'aménagement. Je vais essayer de faire ça quand même assez rapidement. Donc, premier règlement, ça concerne un règlement de construction de la ville de Cap-Santé. Donc, le règlement en question, ça concerne les dispositions relatives à la gestion des eaux pluviales. Donc, il n'y a aucune exigence particulière au schéma d'aménagement concernant les aspects visés par ce règlement-là. Deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. Le règlement vise à modifier les règles concernant le nombre d'étages autorisés à l'intérieur d'une zone résidentielle de la municipalité, zone résidentielle qui est située à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville. Donc, il n'y a aucun élément particulier du schéma qui s'applique au secteur concerné par ce règlement-là. Troisième règlement, c'est aussi une modification au règlement de zonage de la ville de Cap-Santé. En fait, le règlement adopté vise à retirer du règlement de zonage toutes les dispositions relatives aux bâtiments d'intérêt patrimonial pour, en fait, transférer ces dispositions-là à l'intérieur d'un règlement sur les PIA. Donc, compte tenu que la ville, là, il y a des dispositions qui concernent ces aspects-là dans le schéma d'aménagement, particulièrement pour les territoires d'intérêt historique là, identifiés dans la ville de Cap-Santé, mais compte tenu que les dispositions vont être réintégrées dans un règlement sur les PIA, les objectifs visés par le schéma d'aménagement vont être atteints. Donc, ça nous apparaît également conforme aux exigences du schéma. Quatrième règlement, c'est dans la suite du dernier. Donc, c'est un règlement de modification par rapport au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la ville de Cap-Santé. Donc, ça vise à intégrer là, toutes les dispositions relatives aux bâtiments d'intérêt patrimonial et à définir des critères pour la protection des bâtiments d'intérêt patrimonial. Donc, il y a 121 bâtiments là, qui sont concernés par ce règlement-là. Donc, évidemment, ça nous apparaît conforme aux exigences du schéma d'aménagement. Cinquième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. Ça vise à permettre certaines enseignes là, qui ne nécessitent pas d'obtenir un certificat d'autorisation. Donc, ça vise à apporter certaines exceptions là, à l'intérieur du règlement de zonage pour certaines enseignes. Donc, il n'y a pas d'exigence particulière à ce sujet-là à l'intérieur du schéma d'aménagement. Sixième règlement, c'est une modification au règlement de lotissement de la ville de Portneuf. En fait, le règlement adopté vise à définir des normes minimales de lotissement spécifiques applicables aux maisons unimodulaires qui sont desservies par les réseaux d'aqueducs et d'égouts. Donc, le schéma d'aménagement ne détermine pas de superficie et dimension minimale pour les terrains desservis par les deux réseaux. Septième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Portneuf. En fait, ça vise à agrandir une aire résidentielle de faible densité à même une aire résidentielle de moyenne et haute densité pour un secteur de la municipalité qui est localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation où il n'y a aucun élément particulier qui s'applique là, à l'intérieur du schéma d'aménagement. Huitième règlement, c'est une modification également au règlement de zonage de la ville de Portneuf. En fait, c'est une modification qui est faite en concordance là, avec le règlement précédent et ça vise exactement le même secteur.
9e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Basile. En fait, il y a différentes petites modifications là, qui sont apportées au règlement de zonage concernant les marges de recul, l'aménagement d'accès et de stationnement et les normes applicables au F. Donc, l'ensemble des modifications apportées là, nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Le 10e règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, ça vise à agrandir une aire résidentielle et commerciale à même une aire résidentielle. C'est un secteur qui est localisé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la ville et il n'y a aucun élément particulier qui s'applique au schéma d'aménagement à l'intérieur de ce secteur-là. Le 11e règlement, c'est une modification au règlement du zonage de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Donc, c'est une modification qui est apportée en concordance avec la modification au plan d'urbanisme précédent. Le règlement intègre aussi des normes d'implantation applicables à certaines zones résidentielles de la municipalité qui sont localisées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, ça nous apparaît également conforme aux exigences du schéma. 12e règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Uribe. Ça vise à agrandir une affectation mixte à même une affectation publique et institutionnelle là, située à l'intérieur du village de la municipalité. Il y a certains éléments qui s'appliquent au schéma d'aménagement dans ce secteur-là, mais le règlement adopté vient protéger l'ensemble religieux qui est identifié là, comme territoire d'intérêt historique régional à l'intérieur du schéma d'aménagement. Donc, ça nous apparaît conforme aux exigences du schéma. 13e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Uribe. C'est une modification qui est apportée en concordance avec la modification précédente, donc qui vise exactement le même secteur. 14e règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la municipalité de Saint-Hubert. Donc, ça vise à créer une aire résidentielle rurale à même une aire agricole viable de la municipalité. Et la modification apportée vise à rendre recevable une demande d'autorisation pour l'implantation de chalets en bordure du lac à la Perchaude. Il y a certains éléments qui s'appliquaient à l'égard de ce secteur-là au schéma d'aménagement et ça avait été négocié dans le cadre de l'entente qui avait été conclue en vertu de l'article 59 là, de la loi pour l'implantation d'activités résidentielle en zone agricole. Et le 15e règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Saint-Hubert, donc une modification qui est apportée en concordance avec celle effectuée au plan d'urbanisme précédemment. Donc, ça vise le même secteur en bordure du lac à la Perchaude. Donc, l'ensemble des règlements qui nous ont été transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Donc, on commence les approuver. Parfait, oui, M. Francard. Quand on regarde 3.1.14, puis 3.5, est-ce qu'il y a concordance ou c'est-tu dans le bon ordre? 3.1.14. Non, oui. Et 3.5 à l'ordre du jour. Parce qu'on parle toujours du lac à Perchaude, là. Bien, ici, 3.1.14, finalement, c'est une modification au règlement de zonage. Et ça vise à rendre recevable une demande d'autorisation qu'on va voir à l'article 3, la section 3.5. À 3.5, ça va être vraiment la demande d'autorisation qui va être effectuée auprès de la Commission de protection du territoire. M. Arcan propose donc d'émettre ses certificats de conformité. Donc, on est rendu en 3.2, c'est l'approbation des plans et règlements de revisée de la municipalité de Saint-Albert. Oui, la municipalité de Saint-Albert, donc, qui a adopté là, son plan d'urbanisme et ses règlements d'urbanisme révisés en concordance avec le schéma d'aménagement et de développement de la MRC. En fait, c'est la 16e municipalité là, à avoir adopté ces règlements, ces plans et ces règlements en concordance avec les exigences du schéma d'aménagement révisé qui a été adopté en 2009. Donc, l'analyse qui est effectuée révèle que l'ensemble des dispositions des règlements adoptés s'avèrent conformes aux exigences du schéma d'aménagement. Toutes les modifications avaient été requises, avaient été faites là, pour l'adoption du règlement final. Donc, M. Francard en fait la proposition. En 3.3, donc, c'est l'adoption d'un document d'accompagnement
pour tout le secteur là, de la nature, plein air, des chalets en Boiron, à Sainte-Christine. Oui, en fait, en date du 23 avril dernier, on a reçu l'avis du ministère des Affaires municipales à l'effet que le règlement qui modifiait le schéma d'aménagement pour le secteur des chalets en Boiron s'avérait conforme aux orientations gouvernementales et l'avis qu'on a reçu venait signifier l'entrée en vigueur du règlement de modification au schéma d'aménagement. La dernière étape du processus de modification au schéma d'aménagement, ça concerne l'adoption d'un document d'accompagnement qui vient préciser quelles sont les municipalités visées par la modification au schéma et quelles sont les dispositions du plan d'urbanisme et de la réglementation d'urbanisme qui doivent être modifiées. Donc, ce document-là vient préciser qu'il y a seulement la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne qui est concernée par le règlement de modification au schéma d'aménagement. Et le document vient préciser les petites modifications qui doivent être apportées, qui doivent ou peuvent être apportées au plan d'urbanisme et à la réglementation d'urbanisme pour assurer la conformité à la modification au schéma d'aménagement. C'est ce que vient préciser ce document. Donc, quelqu'un qui me propose d'adopter ce document-là, M. Gaudreau. En 3.4, donc, dans le cadre là, de plan de gestion des matières résiduelles, donc la formation d'une commission pour tenir une consultation sur ce plan-là. Oui, donc c'est une commission qui est requise en vertu de la loi. On en a déjà parlé à quelques occasions. Donc, on vous propose là, de former la commission qui va être chargée de tenir la consultation sur le plan de gestion des matières résiduelles réalisées. Et ce qui a été convenu, c'est de mandater d'abord la commission de l'environnement pour siéger sur cette commission-là, auquel viendraient se greffer différents autres intervenants, dont le président de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles, M. Gaudreau, et certains représentants du milieu. Donc, pour le milieu des affaires, ce serait M. Hugues Genois de l'Union des chambres de commerce et d'industrie de Portneuf. Pour le milieu syndical, ce serait M. Philippe Alain du syndicat de l'UPA de Portneuf. Pour le milieu socio-communautaire, ce serait M. Denis Lépine de la ressourcerie de Portneuf. Et pour la table de concertation en environnement, ce serait Mme Marie-Ève Leclerc qui préside cette table-là. Donc, on vous propose de nommer l'ensemble de ces personnes-là pour siéger sur la commission qui va être chargée de la consultation publique sur le PGMR. Parfait. Donc, M. Germain a fait proposition. Donc, en 3.5, on l'a effleuré le sujet tantôt, donc c'est une demande à CPTEQ pour des terrains en bordure du lac de Perchaude, à Saint-Hubert. Oui, ben, en fait, c'est pour créer 3 emplacements de villégiature là, en bordure du lac à la Perchaude dans la municipalité de Saint-Hubert. Donc, la demande d'autorisation est adressée là, par un propriétaire là, à qui appartient ces terrains-là. Et ça vise le lotissement, l'aliénation et l'utilisation à des fins autres qu'agricoles. Donc, la demande d'autorisation va être adressée à la CPTEQ. Et donc, tout ça avait été négocié dans le cadre de la décision qui portait sur l'article 59 là, de la loi sur la protection du territoire agricole pour l'implantation résidentielle en zone agricole. Ce secteur-là, dans l'entente qui a été conclue et la décision qui a été rendue, venait rendre recevable une éventuelle demande d'autorisation en bordure de ce lac-là, dans la mesure où certaines conditions étaient remplies, dont le respect de la capacité de support du lac, une diagnose écologique avec une étude de capacité de support qui a été produite, et la protection des peuplements d'érablières dans le secteur. Donc, le dossier a été analysé conjointement par le comité consultatif agricole et la commission d'aménagement, qui vous propose, dans le fond, d'appuyer ces démarches-là. Et pour respecter l'esprit de la décision, il faut être co-demandeur de cette demande-là avec le propriétaire pour que ce soit recevable à la commission de protection du territoire agricole. Donc, on vous propose d'adopter une résolution en ce sens-là pour être co-demandeur de cette demande-là.
et d'indiquer à la Commission que cette demande-là apparaît justifiée en regard des critères de l'article 62 de la loi et que ça s'avère conforme également aux objectifs du schéma d'aménagement. On vous demande également l'autorisation de transmettre le dossier à la Commission de protection du territoire agricole et à facturer le propriétaire là, pour les frais encourus pour l'analyse du dossier à la Commission de protection du territoire agricole. Monsieur Gaudreau a fait proposition. Fait. En 3.7, donc, c'est un avis aussi de la MRC à la CPTEQ, mais cette fois-ci pour l'établissement d'une voie de... non, je vois trop vite. 3.6, donc pour la passerelle multifonctionnelle sur la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond. Oui. Donc, en fait, c'est une demande d'autorisation qui est formulée par la ville de Saint-Raymond auprès de la Commission de protection du territoire agricole. La Commission requiert l'avis de la MRC sur ce projet-là. C'est effectivement là, pour la construction d'une passerelle multifonctionnelle où la ville acquérait une parcelle de terrain qui est située en zone agricole pour le passage là, du sentier là, qui donne accès là, à la piste, à la passerelle multifonctionnelle. Je crois que j'ai une carte, si je ne me trompe pas, depuis ici. Ouais. En fait, la parcelle qui est visée par la passerelle multifonctionnelle, vous avez le secteur de la ville de Saint-Raymond ici. La passerelle multifonctionnelle qui va être située ici, là, sur la rivière Sainte-Anne. La parcelle qui est visée par la demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole, c'est cette parcelle de terrain-là ici. En fait, de ce côté-là de la rivière, c'est zone agricole. De ce côté-ci, c'est en zone blanche. Donc, c'est vraiment simplement de ce côté-ci de la rivière qu'une autorisation qui doit être demandée auprès de la Commission de protection du territoire agricole. En fait, la superficie visée par la demande vise une superficie de 30 930 mètres carrés. Donc, c'est vraiment pour le sentier là, qui doit traverser la parcelle agricole. Ce dossier-là a été analysé là, par le comité consultatif agricole à sa réunion du 12 mai dernier. Il y a une recommandation favorable qui est formulée par le comité consultatif agricole à l'égard de ce dossier-là. Le comité estime que la demande là, est justifiée en fonction des critères de l'article 62 de la loi. Vous avez dans le projet de résolution là, les différents motifs évoqués à l'égard des critères de l'article 62. Donc, compte tenu là, de l'analyse qui a été effectuée par le comité consultatif agricole et de la recommandation favorable du comité, on vous propose d'adopter une résolution visant là, à transmettre un avis favorable à la Commission de protection du territoire agricole et à indiquer que la demande apparaît conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et est justifiée en fonction des critères de l'article 62 de la loi. Ça vous va? On prend, monsieur? Oui. Monsieur le Préfet. En fait, lors des discussions au niveau du comité consultatif agricole, Daniel, on avait eu en fait un questionnement à l'effet pour quelle raison que la ville de Saint-Raymond n'expropriait ou n'achetait pas la totalité des lots qui étaient visés par le sentier. Il semble qu'un des propriétaires va conserver une partie de terrain. C'est toute la terre ici à gauche, qui rejoint entre les deux rivières, entre la rivière Sainte-Anne jusqu'au bras du Nord, cette terre-là, mais en avant, pour aller rejoindre finalement la rivière Sainte-Anne, il y a comme une parcelle, puis il veut la garder avec sa maison, qui est déjà sur le terrain. Est-ce que vous allez avoir négocié un droit de passage qui a fait ça avec lui? Oui, ben, on n'est pas obligé de passer nécessairement sur cette terre-là après. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Puis en plus, c'est que ces propriétaires-là, ils viennent le mettre en vente. Il y a une certaine urgence, nous autres, à régler ça. On avait quand même une promesse d'achat avec lui. Ils viennent le mettre en vente. Alors, il va respecter notre promesse d'achat. Le prochain acheteur, il va falloir qu'il respecte. Ça va être vraiment une servitude. Parfait. Merci, P.P.C. Monsieur Fréchette, à propos? Non, monsieur Langlais. À 3.7, donc un autre avis à CPTEQ, mais cette fois-ci pour une voie de contournement à Port-Neuf. Oui,
effectivement. En fait, c'est un dossier qui avait déjà été initialement étudié là, en 2009. Il y a déjà des autorisations qui ont été accordées par la Commission de protection du territoire agricole. J'ai une petite carte aussi. C'est ça que je me demandais, Jean. Donc, il y a déjà, vous aviez déjà appuyé les démarches de la Ville de Portneuf auprès de la Commission de protection du territoire agricole. Il y a un premier tracé en rouge ici là, qui avait été autorisé par la Commission. Par la suite, pour différentes raisons, le tracé a été modifié pour en retenir un qui était de moindre impact aussi sur la zone agricole, qui a été autorisé, je crois que c'était en 2014, celui-là ici. En fait, la nouvelle demande d'autorisation, c'est vraiment là, pour ajouter des petites parcelles de terrain en lien avec l'autorisation qui a été accordée par la voie de contournement, principalement dans ce secteur-là aussi, où il y aurait acquisition de petites parcelles là, de terrain. Mais c'est en lien avec les dossiers qui ont déjà été autorisés là, par la Commission. En fait, l'espace qui est visé par cette nouvelle demande-là, c'est une superficie totale de 9300 mètres carrés. Donc, c'est des petites parcelles de terrain là, distribuées là, le long de la partie nord du terrain. Donc, la demande a été également là, analysée par le Comité consultatif agricole de la MRC et qui vous recommande d'appuyer les démarches de la Ville là, auprès de la Commission de protection du territoire agricole. Questions, commentaires? Non. M. Arcan, quand fait proposition? Juste une question, c'est la Ville qui va acquérir les terrains, pas la Ville. OK. En 3.8, donc, pour un projet d'accès, tarification, circulation dans le parc naturel régional de Portneuf, donc on demande un avis au MAMO. Oui, en fait, c'est ça, on vous demande l'autorisation de transmettre un projet de règlement concernant l'accès, la tarification, la circulation, la sécurité et la paix à l'intérieur du parc naturel régional de Portneuf avant d'adopter un tel règlement. Donc, il est requis d'avoir l'avis du MAMO qui va consulter ces différents ministères. Et après ça, donc, vous pourrez adopter un règlement pour régissant les activités à l'intérieur du parc naturel régional. Questions? Sinon, quelqu'un qui m'a fait proposition? M. Saint-Germain? Non, merci, Jean, pour ces points-là. On va au service de l'évaluation foncière, donc, comme on fait presque à chaque année par mesure de sécurité. Donc, on demande un report du dépôt des rôles d'évaluation pour 2016. Il y a plusieurs pages. Oui, c'est ça. Donc, c'est du 15 septembre, on va jusqu'au mois de... Au 1er novembre. Au 1er novembre, c'est la date 2020. limite. La date limite. Non, c'est qu'on a le règlement qui est là, puis je peux pas... Il y a plusieurs pages, là, regarde. Excusez-moi. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça, c'est le report du 15 septembre, qui est la date, pas limite, mais la date habituelle. Donc, on fait une demande pour reporter ça au 1er novembre, par mesure de sécurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met M. Fréchette en fait proposition? En 5.1, au niveau de la nomination des membres du comité de la ruralité, donc il faut ajouter Mme Karine No comme membre du comité. Est-ce que M. Germain le propose? En 5.2, par rapport à tout le dossier de l'acquisition du quai de Portneuf, du transfert par le gouvernement fédéral, donc il y a une résolution qui dit que la MRC donne son appui à la Ville de Portneuf pour la négociation pour l'acquisition du quai avec une façade d'accostage fonctionnelle. Donc, si jamais c'est impossible de transférer le quai, bien, de remettre en état et qu'il enlève définitivement le passif environnemental et de transmettre cette résolution-là à la députée de Portneuf-Jacques-Cartier, Mme Michaud, ainsi qu'au député M. Michel Marc de l'Assemblée nationale. M. Jobin en fait la proposition. En 5.3, donc, comme à chaque été, c'est le projet de la caravane de l'unité des loisirs et des sports de la capitale, donc une demande financière de 2 000 $ pour qu'ils viennent faire une activité dans Portneuf. Est-ce que j'ai quelqu'un qui, M. Bédard, m'en fait proposition?
En 5.4, donc c'est une aide telle qu'on avait pris l'engagement pour 5 ans, montant de 20 000 à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf. Deuxième année. Deuxième, Oui. C'est M. Gladu qui en fait la proposition. En 5.5, au niveau du transport collectif, donc on fait une demande au ministère des Transports pour une contribution financière de 200 000 compte tenu qu'on va faire plus que 25 000 déplacements dans le courant de l'année. Et que pour avoir le droit de faire des ajustements ultérieurs chez mon droit, M. Poirier qui en fait la proposition pour faire cette demande-là. En 5.6, une autre participation financière, cette fois-ci c'était à Portneuf en forme. Donc c'est pour l'année 2015. M. Gaudreau en fait la proposition. La résolution 5.7, c'est un dépôt d'un projet d'étude de faisabilité pour le manoir Alsop et le phare Jacques-Cartier au niveau du pacte rural. Donc, s'il y a aussi demandé le montant de 4 000 pour le montage financier dans le poste comptable art et patrimoine. Et aussi, on autorise Mme Trottier à faire un dépôt de projet au pacte rural dans ce dossier-là. M. Arcan qui en fait la proposition. C'est le préfet. Oui. Ça s'enregistre ma dissidence. Parfait. Considérant que la MRC n'a pas statué sur les projets régionaux et que ce projet concerne seulement 2 municipalités. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'opposent à ça? Parfait. Quels sont ceux qui s'opposent au projet? 1, 2. Parfait. Donc, c'est adopté à majorité. En 5.8, donc dans la suite de tout l'inventaire du patrimoine bâti par la firme Patriarche, donc la réalisation d'un guide des bonnes pratiques pour justement les maisons qui sont dans ce guide-là, pas dans le guide, mais dans l'inventaire. Donc, on demandait à la firme Patriarche pour mener à terme là, le projet de bonnes pratiques au niveau du patrimoine bâti avec le patrimoine de M. Mingui qui a fait la proposition. Donc, tout ça pour un montant de 14 946 $. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent à la résolution? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Si on va au point 6 dans le rapport des comités et des commissions, en 6.1, la commission de l'aménagement et du développement du territoire. Il n'y a pas eu de rencontre. En fait, développement social et économique, il n'y a pas eu non plus. Au niveau de l'environnement? Non. Non. Au niveau de l'administration, il n'y en a pas eu non plus. On arrive au rapport mensuel du CLD. M. Germain. Rapport mensuel du CLD. En fait, la rencontre du CLD, suite à l'Assemblée générale, va avoir lieu le 2 juin prochain. Par contre, ce qui a été travaillé au courant du mois de mai, en lien avec les mandats qui ont été donnés par la MRC au CLD, consistant au comité de la ruralité, donc pour analyser l'ensemble des projets qui ont été déposés. Vous savez, je n'ai pas à vous rappeler que dans le nouveau pacte rural, sa nouvelle forme, plusieurs dates de dépôt de projets ont été répertoriées. Et la première qui était au début du mois, donc le comité de la ruralité va avoir à se pencher sur les projets admissibles pour le temps de la semaine prochaine. Et dans un deuxième temps, ce qui a été travaillé encore une fois par le CLD suite au mandat donné par la MRC, c'est dans le cadre de la démarche de planification stratégique concertée, la préparation de la rencontre, l'identification des actions concertées qui va avoir lieu le 10 juin prochain au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Donc une journée où l'ensemble des municipalités, des élus, entre autres, vous avez été cordialement invités à y participer. Je pense que de mémoire, c'est de 8h45 à 16h. Le 10 juin. Donc, encore une fois, là, tout comme les deux premières actions, les deux premières journées de travail ont été faites, l'invitation, l'appel est lancé à tous pour avoir une bonne participation de la part des élus, pour bien représenter et bien endosser et s'approprier cette démarche de planification concertée Portneuf 2030. Donc, c'est les travaux, entre autres, qui ont eu lieu dans le dernier mois et prochaine rencontre le 2 juin prochain. En relation avec le CLD. La prochaine date de tombée pour l'analyse des projets du pacte rural, avez-vous une petite idée?
Je vais vérifier l'information. Là, je sais que la date était le 8 mai, je pense, la première. Je pense que la prochaine va au début du mois d'août, mais je vais vérifier. Je vais revenir avant la fin de la rencontre. 12 juin. Ouais. C'est monsieur qui avait le 12, mais je sais que c'est en juin. Ça va? D'autres questions au niveau du CLD? Sinon, on va au comité de sécurité publique, M. Dion. Oui, nous avons eu une réunion qui s'est tenue le 13 mai dernier à Saint-Raymond. Alors, nous avons eu un dépôt du rapport périodique des activités policières pour le mois de février et mars. Alors, ça clôturait finalement notre fin d'année parce que ça marche de mars à mars. Alors, M. Simon Gay, Denis Dumont de la Sûreté du Québec, qui ont déposé leur rapport. En fait, les dossiers de priorité locale, ça a été d'assurer une présence policière dans les endroits publics. Alors, il y a eu plus de 218 activités qui se sont déroulées depuis le 1er avril, en fait, dans les 12 mois. Une opération reliée aux véhicules modifiés ou causant des incivilités. Il y a eu 22 activités qui ont été effectuées. Aussi, il a été mentionné qu'il y a eu des opérations de sonomètre. Faute de demande, en tout cas, dans le cas de Portneuf, il va y avoir quand même de sonomètre cet été. Aussi, il y a eu réaliser des opérations à regard des véhicules récréo-touristiques. On sait que c'est important dans Portneuf, les quads, les motoneiges, les bateaux. Alors, depuis le 1er avril, en 12 mois, il y a eu, au niveau nautique, 5 activités. Dans la motoneige, il y a eu 19 activités. Les VTT, 10 activités. Ça veut dire que les équipes sont allées sur le terrain. Alors, aussi, on a dû intervenir dans les zones de 50 km/h. On sait que c'est très populaire. Depuis le 1er avril, plus de 555 activités ont été faites. 157 constats ont été émis pendant cette période. Alors, dans la dernière période, les demandes adressées à la SQ étaient reliées à la vitesse, principalement. Aussi, on mentionne que le phénomène des réseaux sociaux amènera 2 sujets principaux à discuter avec les directions d'école du milieu scolaire, soit le harcèlement et l'intimidation. Ça, on sait que c'est très important dans le milieu scolaire. Aussi, M. Guy nous a ajouté que l'agent communautaire qui nous a parlé l'autre jour, il est entré en fonction, donc il est là. Alors, c'est aux écoles, en fait, de faire leurs demandes auprès de la Sûreté du Québec. On parle aussi au niveau des collisions. Le rapport d'activité fait maintenant état des collisions selon la gravité des blessés. Globalement, la tendance est à la baisse au cours de la dernière année. Aussi, on a parlé d'une baisse du nombre d'interventions par rapport à la moyenne des 4 dernières années. Alors, il y a eu moins d'interventions. Au niveau des règlements municipaux, le nombre de constats émis par infraction aux règlements municipaux sur le territoire a connu une baisse pour la même période. Faire remarquer, les alarmes demeurent la statistique la plus élevée. Alors, il y a encore de fausses alarmes, mais énormément, c'est ça qui cause le plus de taux de monnaie. Sûreté du Québec, les gens se rendent sur, on dit quasiment 8 sur 10 qui sont des fausses alarmes, alors on est quasiment surpris quand on arrive à le bout qu'il y a un voleur. C'est pas drôle, c'est rendu ça. Ça fait que ça, il va faire une sensibilisation, de le faire, nous autres, au niveau municipal, on le fait, nous, un peu à Saint-Raymond. On le fait au niveau des incendies, on vient d'envoyer un pamphlet à tout le monde, parce que ça touche aussi nos incendies. Souvent, nous, je suis quasiment à 9 sur 10. Alors, on a fait une petite sensibilisation à cet effet-là, puis à un moment donné, les gens vont payer quand ça va arriver 2 fois, 3 fois. Il va falloir que quelqu'un paye la note avec nous, parce que c'est des frais. Aussi, on a parlé des cartes d'appel qui connaît une baisse pour la période. La criminalité contre la personne et la propriété, ça aussi, il y a une baisse régulièrement remarquée pour les 2 volets de la criminalité. Les programmes d'intervention au milieu scolaire, en fait, depuis le 1er avril 2014, il y a 29 établissements scolaires qui ont été visés par le policier intervenant dans ce milieu et plus de 1077 personnes ont été rencontrées. Alors, aussi, nous avons mentionné qu'un plan de travail sera élaboré avec les directions d'école, comme je le disais tantôt. Une intervention uniquement lors des institutions en fait la demande, lorsqu'une institution en fait la demande pour l'instant, pour finir l'année, parce qu'on sait qu'il y a les balles, etc. C'est important de faire des demandes si vous voulez rencontrer les policiers. Ensuite, il va y avoir le dépôt du rapport annuel des activités policières. Comme je vous l'ai dit, on vient de finir notre année. Ça fait que le rapport sera présenté au prochain comité. À ce moment-là, ça deviendra public. On pourra le mettre, l'afficher même sur notre site. Aussi, on parle de l'entente avec le ministère de la Sécurité publique. On a pris connaissance de la lettre provenant du ministère à l'effet que l'entente de service, qui a une durée de 10 ans, prendra fin le 7 août 2016. Okay? Le ministère nous a indiqué que pour diverses raisons, y compris les récentes modifications de la loi sur la police. En fait, plusieurs changements à ce modèle sont maintenant rendus nécessaires. Pour ce faire, le ministre de la Sécurité publique, la Sûreté du Québec, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec ont formé un comité afin de le revoir. Alors, ça, c'est assigné pour 10 ans, et c'est renouvelable à tous les ans, à moins qu'on reçoive un avis d'avance que ça ne sera pas renouvelé, puis on vient de le recevoir l'avis, ça ne sera pas renouvelé. Ça veut dire qu'ils vont la changer.
Alors, nous avisons formellement par la présente que le ministre de la Sécurité publique désire mettre fin à l'entente à son échéance, soit le 7 août 2016. Ça veut dire qu'on va en avoir un autre entente. On ne sait pas trop si M. Coiteux il va trop s'imbriquer là-dedans. On a hâte, puis il va falloir participer à ça parce que ça peut amener des changements, peut-être plus au niveau de la facture. C'est quand même très important. Aussi, on a eu une question au niveau de la vérification des casiers judiciaires. Ça, c'est une information qu'on avait. Elle est faite que depuis le 1er avril 2015, les vérifications des casiers judiciaires devraient se faire auprès d'entreprises privées autorisées et que les frais de plus ou moins 80 $ seraient exigibles. On sait qu'on a fait beaucoup de demandes pour des casiers judiciaires dans nos organismes à but non lucratif. Nous autres, les villes même, les gens qui travaillent au loisir, etc. Là, ils vont continuer à nous en faire, mais ça se peut qu'à un moment donné, de plus en plus. En tout cas, quand il y a des demandes qui proviennent des entreprises privées, ils vont être référés à d'autres entreprises privées, puis ils ne feront plus gratuitement. C'est pour dire que ça s'en vient, mais qu'ils vont nous charger ça à la caisse. Alors, mais pour l'instant, ils ont dit qu'ils gardaient le statu quo avec nous autres. Alors aussi, ils nous ont annoncé qu'il n'y aura pas de tournoi de golf en 2015. Le dossier va être réévalué avec la Fondation Maurice Tanguay l'année prochaine. Aussi, au niveau des cadets, c'est pour informer les maires que Mme Valérie Bolduc va agir comme nouvelle coordonnatrice dans le dossier qu'elle se propose de rencontrer les municipalités et villes concernées, c'est-à-dire Deschambault-Grondines, Saint-Léonard, de Portneuf, Saint-Basile et Pont-Rouge, afin de leur expliquer leur rôle de planifier le plan de travail ainsi que le rapport à produire. La sélection des candidats est terminée. Ils seront en formation la première semaine de juin et pourront commencer dès la deuxième semaine de juin. Donc, vous allez être contacté à Stéphane. Aussi, M. Guy et Dumont nous ont planifié de présenter un bilan hebdomadaire des opérations policières. Ça, c'est nouveau. Puis, ils désirent savoir si ceux-ci pourraient être expédiés aux maires ou aux directeurs généraux. On a convenu que ça serait expédié à nos directeurs généraux. On va recevoir ça chacun. Puis, nous autres, on essaiera de les envoyer à nos conseillers via nos directeurs généraux. Le document sera expédié par courriel. Et puis, il va être affiché sur le site Internet de la MRC. C'est des informations plus précises qu'on va avoir toutes les semaines. Aussi, il y a une autre lettre qu'on avait envoyée, vous savez qu'on avait envoyée concernant les travaux qui s'effectuaient à Saint-Augustin. Puis notre zone de travaux, il y en a certains qui ont eu des tickets. Alors, on a reçu une réponse à cet effet-là. Il fallait souligner que malgré la croyance populaire, la réduction de la vitesse dans les zones de chantier ne vise pas seulement la protection des travailleurs. En effet, pour des usagers du réseau routier, la modification de l'infrastructure et des configurations de la route, ou encore la mauvaise visibilité, les distractions visuelles causées par les travaux demeurent des enjeux de sécurité importants pour les conducteurs. Alors, c'est pour ça que même des fois, en dehors des heures de travail, bien, il y en a qui prenaient encore des photos radar. Il y en a qui ont reçu les tickets. Alors, c'est la réponse qui nous avait été faite, ça, c'était fait. Alors, ça, en gros, ça fait le tour de notre dernière réunion. S'il y a des questions pour la sécurité publique? Non. Prochain, au niveau du comité de sécurité incendie, M. Poirier? Non. Bien. Parfait. Au niveau du comité d'approche territoriale intégrée, M. Denis? Une dernière réunion, parce que ça n'existera plus, le comité n'existera plus, puis il y a eu M. Fleury, une intervention sur les personnes âgées, puis sur le bénévolat. Puis il était question aussi de l'autre quartier à Donnacona qui devrait rouvrir prochainement, en tout cas, qui était fermé. Ça a été question de ça, mais la prochaine réunion devrait avoir lieu dans 6 mois, mais l'atelier n'existe plus. M. Vermette a dit que c'est... Je ne sais pas si... C'est la fermeture de la crise, ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le moment, elle est là. Parfait. Au niveau du transport régional, M. Langlais? Oui. Ça a été appelé, on a tenu une assemblée générale le 23 avril à Saint-Basile. Il y a eu une présentation des états financiers. Le budget a été respecté, la situation financière est bonne. Ça a été entériné par le conseil comité exécutif. Il est assuré qu'à chaque année, on se doit demander 200 000 de subvention. On l'a d'ailleurs à l'ordre de 5,5 de l'ordre du jour de ce soir. C'est une bonne chose d'y penser parce que sans ça, ça ne serait pas viable. Il y a eu une élection au comité exécutif. Mme Doris Julien a accepté la présidence à nouveau, mais pour une période temporaire, parce qu'elle dit qu'elle a le goût de lâcher, parce que ça fait quand même un bout de temps qu'elle est là. Jusqu'à temps qu'elle trouve un remplaçant ou le relève pour la remplacer. Il y a eu une élection aussi au comité, au conseil d'administration. M. Francoeur a été élu comme un participant au comité, au conseil d'administration.
Puis s'il y a des informations supplémentaires que les gens désirent, bien, c'est sûr qu'il y a toujours le site Internet là, où on peut retrouver toutes les informations concernant la commission de transport régional. C'est complet. Merci. Au niveau de la régie de gestion des matières résiduelles, M. Gaudreau? Rien de particulier. Au niveau du Forum des élus de la capitale nationale? Prochaine rencontre, 18 juin. Oui, nous avions une rencontre le 8 demain qui a été remise. La prochaine sera le 18 juin à Deschambault. Oui, M. Poirier. Question par rapport à CTRP. M. Francoeur a été élu comme représentant de la société civile, du public au CA de la CTRP. Mais ici, je pense qu'il était remplaçant pour les maires qui sont membres. Il était substitut. Donc, il va falloir trouver un autre substitut. Il peut pouvoir avoir les deux chapeaux là-bas. Donc, dans les... Est-ce qu'il y aurait des volontaires? En tout cas, on en reparlera au On en comité de reparlera. travail. Super. Parfait. On est au point 7, l'affaire nouvelle et intervention des représentants. Oui. Ben, regardez, je vais commencer par là, puis on va faire le tour. Non. Dans les annonces classées, vous annoncez que la ville de Saint-Raymond était dans le top 10 palmarès des municipalités plein air du magazine Géo plein air. Alors, la ville est fière d'annoncer qu'elle s'est classée dans le top 10 des villes Géo plein air Radio-Canada de Québec 2015. Plus précisément, Saint-Raymond est sortie 6e municipalité plein air au Québec à la suite du concours qui s'est déroulé du 11 mars au 19 avril. Pendant cette période, la population est invitée à voter pour sa ville coup de cœur en visitant le site web du magazine Géo plein air. C'est avec fierté que nous recevons cette distinction et j'aimerais remercier les gens qui ont voté pour Saint-Raymond. Alors, il faut le dire, on va essayer de surfer sur cette chose parce qu'elle va sortir dans le prochain Géo plein air de juin. Alors, le palmarès des municipalités, ça fait que si les gens ne savent pas quoi faire pendant l'été, ils vont viser là-dedans. Oui, M. Jobin. Juste pour dire que le 14 et le 15 mai dernier, c'est-à-dire à Wendake, s'est tenue l'AGA, l'Assemblée générale annuelle de l'Association des plus beaux villages du Québec. J'ai eu le plaisir d'être reconduit comme administrateur, mais ce qui est important de souligner, c'est que la participation des membres sur les 35 villages de la province de Québec, 28 étaient présents. Il y a eu des ateliers fort intéressants, entre autres sur le patrimoine bâti, l'intégration harmonieuse de nouveaux éléments dans le paysage patrimonial. Mais un élément important aussi qui ressort de ça, c'est cette association de l'Association des plus beaux villages du Québec est un vecteur touristique important. Depuis la mise en place de son site web, Facebook et différents outils de réseaux sociaux, il y a plusieurs référencements qui sont faits, surtout au niveau des visites internationales. Les gens qui viennent de l'Europe, par exemple, prennent ce chemin, cette activité-là, ces propositions-là. Et donc, nous avons fait valoir tout ce positionnement-là à la ministre, Mme Dominique Vien, qui était d'ailleurs présente là, au cocktail. Et je remercie les maires aussi de Deschambault-Grondines et de Neuville, les 3 villages qui étaient là. Port-Neuf était bien représenté parce que le touriste qui vient chez nous découvre tout l'ensemble du territoire aussi. Donc, c'est un élément important. Je tenais à le souligner. Merci. Merci, M. Leblanc. M. Francoeur. Donc, c'est pour ceux qui ont vu le soleil du 12 mai dernier, dans le palmarès des municipalités, c'est-à-dire que les autres études commerciales de Montréal ont fait une étude, puis il est ressorti que la municipalité de Saint-Gilbert est la 33e sur 761. Alors, je vais tout simplement apporter une motion de félicitations à la municipalité de Saint-Gilbert et je suis à peu près certain que le maire en a un certain crédit. Parfait. Merci. Merci. Si on continue le tour de table, ça complète. Donc, il me reste à vous inviter la deuxième période de questions. Ça va. Il me reste à vous inviter à nos prochaines rencontres. Le 3 et 17 juin, mais vous avez pris note du changement d'endroit à la Maison des Générations. Et ça signifie que ce soir se tourne une page d'histoire, mine de rien. C'est la dernière rencontre du Conseil des représentants dans la salle des maires. Donc, depuis 1983, au fil des années, la salle des maires a rapetissé, comme le nombre de personnes autour de la table.
Donc, c'est ça. Ce soir, c'est notre dernière rencontre. Et au retour, après les travaux, on sera un étage plus bas, dans une nouvelle salle, un nouveau format d'aménagement de bureau. Donc, c'est ça. On tourne un chapitre au niveau du bâtiment de la MRC ce soir. Donc, il me reste à vous remercier de votre présence et au mois prochain.